Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information dont voici les titres. Contrairement aux rumeurs, l'enrôlement des électeurs se poursuit à Conakry. Par contre, les agents chargés de l'opération menacent d'aller en grève si leurs primes ne sont pas payées. D'ici peu, les échos, c'est dans cette édition. Depuis hier à Kindia, un atelier de formation des cadres du ministère du Plan. 2 semaines durant, ils seront outillés sur les thèmes comme l'analyse prospective et la planification stratégique. 5 millions d'euros pour la réforme des services de défense et de sécurité, c'est un appui de l'Union européenne à travers le 10e FED, Fonds européen de développement, pour poursuivre les efforts déjà engagés dans ce secteur. Merci de suivre Évasion Guinée, bienvenue à tous. Sur instruction du président de la République, le professeur Alpha Condé, le premier ministre chef du gouvernement, a conféré hier avec les imams des 5 communes de la capitale et autres responsables religieux. Objectif, discuter des violences survenues dans la région forestière en vue d'impliquer les imams dans le maintien de la paix. D'autres sujets ont été évoqués comme l'électrification de la Guinée. Aminata Djountou Diallo. Exhorter les imams à prêcher la paix, l'entente et l'unité nationale dans les mosquées pour éviter à la Guinée d'autres violences comme celles survenues en Guinée forestière était l'une des préoccupations du Premier ministre à cette rencontre. Il demande une forte implication des imams à travers des sensibilisations sur l'importance et la nécessité de maintenir la paix dans le pays. Le Premier ministre est revenu sur le bilan des violences survenues à Zérékoré avant de faire savoir qu'après les accords signés entre le gouvernement et les partis politiques, les Guinéens devaient éviter toute forme de violence et faire face au développement du pays. La mise en œuvre de l'accord qui a été signé, dont le contenu vous a été largement commenté, concerne tout le monde. Vous avez suivi récemment ce qui s'est passé à Zérékoré. Cela est inacceptable. On a détruit les églises, on a détruit des mosquées, du jamais vu dans notre pays. On a tué des gens innocents. Certains ont été brûlés et d'autres, au jour d'aujourd'hui, sont à l'hôpital. Tout cela nous fait dire qu'il y a encore du travail à faire en Guinée. Un message bien compris par les imams, ils promettent de le relayer dans les différentes mosquées de la capitale. Sortir la quiétude, la liberté dans notre pays, ça c'est le rôle des imams. Donc, Inch'Allah, nous allons faire ça dans notre quartier et dans les mosquées. Par ailleurs, les problèmes liés à l'électrification de la Guinée ne sont pas restés en marge de la rencontre. Mohamed Saïd Fofana estime que les citoyens ne doivent pas profiter de ces coupures pour créer des troubles dans la cité. La situation dont nous avons hérité. D'abord, il fallait réparer les groupes de tombeaux, les centrales, depuis Donkéa, là-bas, Grande Chute, jusqu'à Banéa, etc., etc. Nous les avons réparés à coups de milliards. Nous avons investi de l'argent. Plus de 500 millions de dollars pour faire Kaleta. À Boké, par exemple, on a installé un groupe avec du carburant qui consomme 900 millions par mois et les recettes totales pour Boké, n'est-ce pas, à l'époque, c'était 60 millions. Une rencontre qui a coïncidé avec la journée nationale de deuil décrétée par le président de la République sur toute l'étendue du territoire national. Mieux faire connaître la Cour de justice de la CEDEAO aux citoyens guinéens, c'est la mission d'une délégation de l'organisation ouest-africaine qui séjourne actuellement en Guinée. Cet après-midi, elle a entretenu plus d'une 50aine de journalistes au ministère de la Coopération internationale pour les informer de l'existence et du fonctionnement de cette Cour. Explication, Mohamed Malik Diallo. La Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, dont le siège est établi à Abuja au Nigeria, fut créée conformément aux dispositions des articles 6 et 15 du traité révisé de la CEDEAO en 1993. Très peu connue du citoyen guinéen, cette institution juridique a dépêché une délégation en Guinée pour édifier les populations sur ses activités, ses missions, ses compétences, mais aussi sur sa jurisprudence. Dans le cadre de cette mission, nous avons programmé 3 activités. C'est-à-dire, outre cette conférence, nous pensons organiser aussi une émission télévisuelle
et une émission radio-diffusée. Composés de 7 juges indépendants qui sont nommés pour un mandat de 4 ans non renouvelable par la conférence des chefs d'État et de gouvernement, elle a pour mission fondamentale d'assurer le respect du droit, des principes d'équité et des droits de l'homme dans l'espace CEDEAO. Ces compétences multiples lui donnent la latitude d'examiner les recours en manquement des États membres aux obligations qui leur incombent en vertu du droit communautaire ou de statuer sur les litiges entre les institutions de la communauté ou contre la communauté. Elle est compétente en matière donc d'application et d'interprétation des textes, de l'ensemble des textes donc de la CEDEAO. Elle est également compétente en matière de violation des droits de l'homme dans l'espace CEDEAO. Et elle peut aussi avoir d'autres compétences que les protocoles qui seront adoptés peuvent lui donner ultérieurement. La Cour de justice de la CEDEAO donne également des avis juridiques lorsqu'elle est saisie par la conférence des chefs d'État et de gouvernement, par le président de la commission de la CEDEAO ou par tout État membre de la communauté. De même, le personnel des différentes institutions de la CEDEAO peut demander des avis à la Cour. La CPI a une compétence pénale, c'est-à-dire que la CPI peut s'auto-saisir pour traquer des personnes qui ont perpétré des crimes de guerre, des crimes les plus graves, des crimes contre l'humanité. Or, ce n'est pas le rôle de la Cour de justice de la CEDEAO qui ne fait que réparer éventuellement si des violations des droits de l'homme ont été commises sur les personnes. Les décisions de cette juridiction ne sont pas susceptibles d'appel. Elles peuvent toutefois faire l'objet de révision devant la Cour. Pour ce faire, il faut l'existence d'un fait nouveau qui a été oublié par les parties en conflit ou qui est survenu après décision. À signaler que depuis sa création, la Guinée, le Cap-Vert et la Guinée-Bissau n'ont jamais interpellé cette Cour pour une quelconque requête. Dans l'actualité également, signature d'accord hier du premier volet du programme d'appui à la réforme du secteur de la sécurité. L'Union européenne vient de débloquer plus de 5 millions d'euros pour appuyer la Guinée, un montant issu d'enveloppe d'urgence du 10e FED qui s'étalera sur 3 ans. Il devrait contribuer à professionnaliser les services de sécurité intérieure en vue de les rapprocher des populations. Saran Kamra. Depuis 2011, le gouvernement déploie d'importants efforts pour la réforme du secteur de la sécurité, notamment le casernement des militaires, leur recensement biométrique ou encore la mise à la retraite de 4000 militaires. Des actes certes importants, mais pas suffisants pour les partenaires au développement. C'est pourquoi l'Union européenne octroie plus de 47 milliards de francs guinéens pour l'amélioration de la sécurité des populations. Ce nouveau programme permettra d'appuyer 2 actions supplémentaires à impact rapide. Un premier axe du programme permettra le déploiement d'un appui aux sapeurs-pompiers de Conakry en améliorant leurs capacités dans le domaine du risque dans la capitale, ainsi qu'un appui à la protection civile dans les principales grandes villes du pays, comme Kankan, Kindia, Labé et Nzérékoré. Le deuxième axe du programme d'appui à la recherche concerne le développement de 3 unités pilotes de gardes forestiers. Il s'agit du parc de la Haute-Guinée, de la forêt classée de Ziama et l'aire protégée des monts Nimba. Le choix des 2 axes prioritaires ont pour but d'atteindre d'ici 2014 une couverture minimale pour l'ensemble du territoire et le renforcement des capacités au niveau du suivi et contrôle des unités de garde forestiers, ce qui reconforte les autorités des départements concernés. Je voudrais les rassurer que la partie guinéenne, dans toute sa composante, ne ménagera aucun effort pour aller de l'avant sur le chemin de la réforme du secteur de la sécurité. La mise en œuvre de ce projet permettra d'outiller quelques 290 gardes forestiers pour le départ, afin qu'ils soient rapidement opérationnels, n'est-ce pas, sur le terrain. Le présent accord se caractérise par une concentration géographique sur la région forestière. Pour le ministre d'État de l'Économie et des Finances, sa mise en œuvre pourrait participer à la stabilisation dans cette région. Nous osons espérer que ces projets pourront venir calmer les ardeurs à la destruction et faire en sorte que la vie renaisse.
Ce premier volet d'appui européen à la réforme du secteur de sécurité devrait être suivi par le deuxième volet, doté de 15 millions d'euros, et par le programme d'appui à la réforme de la justice, pour lequel l'enveloppe se chiffre à 20 millions d'euros. Ces deux derniers programmes restent conditionnés par la tenue d'élections libres et transparentes. Autre fait marquant de l'actualité, ils sont plus d'une soixantaine de participants venus de Conakry et de certaines préfectures de l'intérieur du pays à suivre une formation à Kindia appartenant tous au ministère du Plan. Ces cadres devront durant 2 semaines être outillés sur les thèmes comme l'analyse prospective, la planification stratégique et le suivi, évaluation des politiques publiques. Une formation initiée par le ministère du Plan et assurée par les experts de l'Institut africain pour le développement et la planification. Alpha Omar Barry. La qualification des ressources humaines au sein de l'administration guinéenne à cheval de bataille des autorités du pays, plusieurs cadres du département du ministère du Plan venus de Conakry et de certaines préfectures du pays ont démarré une formation de 2 semaines à Kindia, une formation dirigée par des experts de l'Institut africain pour le développement et la planification, IDEP en abrégé. Elle devra leur permettre d'être mieux outillés dans l'élaboration et l'exécution des programmes et projets en matière de développement. Au regard de la pertinence du thème et de son impact attendu sur vos capacités de planification et d'évaluation politique et publique, je voudrais vous exhorter à apporter le plus grand sérieux dans l'apprentissage et des travaux de réflexion tout au long de cette formation. Ce souci constant de mieux qualifier les cadres de la fonction publique découle d'une politique élaborée et mise en route pour rapprocher encore davantage l'administration des populations à la base. Pour le directeur national du plan, aucune politique de développement n'est possible sans au préalable un canevas de travail bien conçu et bien adapté aux réalités de terrain. Nous nous attendons à ce que les cadres de la direction nationale du plan, y compris naturellement les cadres des structures déconcentrées du ministère du plan, d'avoir une capacité d'abord d'élaborer des programmes, des politiques de développement, et aussi avoir une capacité d'évaluer l'impact de la mise en œuvre de ces politiques dans le pays. Au cours de cette formation de 2 semaines, plusieurs thèmes concourant à mieux renforcer les capacités des cadres de ce département seront abordés par les experts de l'IDEP. Au nombre de ces thèmes, l'analyse prospective et la planification stratégique, entre autres. Le thème de l'atelier, c'est la planification stratégique, le suivi et l'évaluation des politiques, programmes et projets publics. Une formation qui doit être menée par l'Institut des Nations Unies pour le développement économique et la planification. Et cet institut basé à Dakar et qui relève de la Commission économique de l'Afrique, spécialisé dans le développement des capacités. Créé en 1962, l'Institut africain pour le développement et la planification est une structure qui accompagne les gouvernements africains dans leurs efforts de formation et de renforcement des capacités dans les domaines de la gestion économique et de la planification. Il a à son actif plus de 204 cadres guinéens formés et plus de 5000 à travers l'Afrique. Je vous le disais tantôt, contrairement aux rumeurs, les opérations d'enrôlement des électeurs se sont poursuivies ce mardi à Conakry. Néanmoins, ces agents électoraux menacent d'aller en grève si aucune disposition n'est prise concernant leurs primes. Ils disent ne pas être fixés sur le montant à percevoir à la fin de l'opération. Fanta Conté. Ce sont des agents électoraux repartis dans quelques 1775 cartes fonctionnelles à travers les 38 circonscriptions électorales du pays. Ils sont chargés de la révision exceptionnelle de la liste électorale, fruit du récent dialogue politique. Après 11 jours de travaux, ces agents exigent des clarifications sur ce nouveau contrat avec leur patron. Aucune information ne leur serait communiquée quant au montant que chacun devrait percevoir. C'est pourquoi ils menacent d'arrêter l'enrôlement au niveau des cartes si du côté de la CENI, des dispositions tardent à venir. Il y a des revendications auprès des membres du CAR. Ils se disent que, au début jusqu'à là où on est, ils ne connaissent pas combien ils doivent percevoir. Sur ce, ils sont allés vers la commune hier, je pense qu'ils ont été sensibilisés par moi et par la CECI. Ils sont compris, ils sont venus encore commencer le travail sans problème. Maintenant, nous avons les points de formation, ils n'ont pas donné cela. Secondo, ils écrivent dans les différents genres de missions que les modes de transport seront payés. Jusqu'à présent, où je vous parle maintenant là,
ce n'est pas mis en place. Néanmoins, sur le terrain, tout semble se dérouler normalement et d'autres n'en veulent pas trop à leur employeur. C'est le cas dans la commune de Kalouma. Ils comptent poursuivre la révision jusqu'à la date indiquée. Non, à Kaloum, c'est le contraire. Nous travaillons tous les jours. On n'a jamais arrêté ici l'enrôlement. On continue la révision de la liste électorale à Kaloum. Nous souhaiterions quand même qu'on ait, franchement parlant, la prime. Surtout que certains d'entre nous qui sont très loin. Nous, on n'est pas prêts d'abord à aller en grève. Pour le moment, on se demande combien on aura à la fin de notre travail. Nous sommes inquiets. Est-ce que à la fin, ils vont nous donner un peu d'argent ou bien ils vont encore nous lâcher comme ça là. Donc nous sommes sur ce point-là. Si cette grève aboutit, cela risque de jouer sur le chronogramme car la révision de la liste électorale est un élément crucial du processus. Il faut signaler que pour le moment, près de 4000 personnes seulement sont enrôlées. Le PDG RDA a été face à la presse ce mardi. Objectif, renforcer les relations guinéo-vénézuéliennes et rendre un hommage à Hugo Chavez, le défunt président vénézuélien. L'historique des deux pays et leurs relations jusqu'à nos jours ont été relatés. Cette conférence a connu la présence de l'ambassadeur vénézuélien résidant à Dakar, Ousseynatou Diallo. Cette conférence a commencé par une minute de silence à la mémoire de toutes les victimes pour une liberté sociale et une démocratie réelle. Dans son discours de bienvenue, le secrétaire général du Parti démocratique de Guinée est revenu sur la portée du thème. Nous sentons en la pensée et en l'action politique du président Chavez, parce que lui, il le fait, ou il l'a fait à une période plus à côté de nous. Nous sentons une continuation de cette œuvre révolutionnaire qui est en réalité la révolution mondiale. Il a eu une vie de combattant, il est mort combattant, nous devons continuer à l'accompagner en combattant. Présent à la conférence, Ahmed Tidiane Sako a livré un message du gouvernement. Aujourd'hui, le ministère d'État chargé des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger, dirigé par son Excellence M. Mousseni Fall, s'inscrit dans la perspective du renforcement des relations de tous ordres avec le Venezuela, tout en reconnaissant, cela faisant, tout le mérite que le président Chavez a eu pour son pays, pour son peuple, et qui le lui rend bien. Que nous avons visité le mausolée, nous savons tout ce qu'on nous a dit sur le président Chavez depuis son enfance jusqu'à sa mort. Dans son allocution, l'ambassadeur du Venezuela en Guinée, avec pour résidence Dakar, a d'abord remercié les initiateurs de cette conférence avant de réitérer son engagement à œuvrer pour le maintien des liens d'amitié qui ont toujours existé entre la Guinée et le Venezuela. À moins de 10 jours de son décès, il a envoyé une lettre à tous ses pairs africains et sud-américains, dans le 3e sommet à Malabo, en Guinée équatoriale, 23 février 2013, en disant « Il faut nous unir. Unité, unité, unité. » C'est le grand message. L'unité, ça veut dire aussi l'intégration, ça veut dire aussi la participation, ça veut dire aussi la conception d'une nouvelle façon de faire ce qu'on appelle la démocratie. Le Venezuela est un pays de l'Amérique latine qui, dès les premières heures, sous la magistrature du premier président guinéen, a entretenu de bonnes relations avec la Guinée. Dans l'actualité également, la Guinée, considérée comme le pays le plus arrosé d'Afrique de l'Ouest, a connu cette année un décalage pluviométrique. Le premier trimestre de la saison pluvieuse a enregistré une quantité inférieure à la précipitation habituelle. Rencontré par notre rédaction, le service national de la météorologie parle de dégradation des conditions climatiques. Benou Marsila. Conakry, l'une des capitales la plus pluvieuse du monde, connaît cette année une baisse en matière de précipitations. Une situation favorisée par la dégradation des conditions climatiques. Du mois de juin à la deuxième quinzaine de juillet, Conakry a enregistré 1177 mm3 d'eau selon le service national de la météorologie. En moyenne, nous recueillons près de 4 mètres d'eau en général. Évidemment, avec les fluctuations climatiques, maintenant, on enregistre des quantités moindres. Maintenant, pour ce qui est de cette année, pratiquement la pluviométrie a commencé à être observée à Conakry à partir du mois de mai.
Au mois de mai, on a reçu 240 mm. Juin, on a enregistré 450 mm contre 400 habituellement. Là aussi, on a enregistré un léger excédent. Juillet, à Conakry, on a enregistré 194 mm en 6 jours. La deuxième décade a enregistré 143 en 10 jours. Les 20 premiers jours du mois de juillet à Conakry, on a enregistré 337 mm en 16 jours. Ce qui est nettement inférieur à ce qu'on a l'habitude d'enregistrer. Le service national de la météorologie, très méconnu par les Guinéens, est confronté à beaucoup de difficultés. Les installations de ce service ont été vandalisées dans les préfectures lors des grèves de 2007, pour ne citer que celle-là. Lorsqu'il y a eu ces manifestations, ces grèves, et pratiquement tout a été vandalisé. Nous avons des stations qui ont été entièrement brûlées, qu'il fallait reconstituer. Et comme vous savez, au cours de ces 4-5 dernières années, même certaines préfectures qui avaient été endommagées n'ont pas été complètement rénovées. L'une des principales difficultés que nous avons, c'est le fait que le public n'arrive pas à comprendre encore qu'il faut vivre avec la météo. Le service mène actuellement une politique de sensibilisation auprès des citoyens pour se faire connaître afin de montrer son importance dans tous les domaines de la vie. Nous avons un programme de sensibilisation et de formation des paysans. Les paysans que nous formons, près d'1 millier depuis 2009 maintenant, après chaque séminaire, nous leur distribuons des pluviomètres. Les pluviomètres, ce sont des instruments qui te permettent de connaître la quantité d'eau tombée dans ta cour, dans ta plantation et dans ton champ. En dehors de cette sensibilisation, le service de la météorologie entend mettre en place un studio météo-média, un système d'alerte rapide pour prévenir des catastrophes naturelles telles que des inondations qui font des victimes aujourd'hui à Conakry à chaque hivernage. En bref, un accident de la circulation au carrefour Amdallah hier soir. C'est ce camion remorque qui a percuté le mur de la Société Générale des Banques en Guinée. Heureusement, il y a eu plus de peur que de mal. Aucune perte en vue humaine n'a été enregistrée, ni de blessés graves. Néanmoins, le mur du bâtiment abritant la Société Générale est endommagé. Pour le moment, on ignore les causes de cet accident, bien que d'autres sources parlent de la défectuosité du système de freinage. Malheureusement, l'Institut de santé et de nutrition pour les enfants CIS à Donka est le seul centre en Guinée qui prend en charge les naissances prématurées. De nos jours, ce centre est confronté à de nombreuses difficultés, dont entre autres le manque de couveuses, de l'électricité, ainsi que tant d'autres, une situation qui met en danger la vie des nouveau-nés. Reportage de Valérie Hidari. Un enfant prématuré, c'est cet enfant né avant les 9 mois de grossesse et plus précisément entre la 22e et la 37e semaine. À Donka, sur 50 naissances enregistrées par jour, 25 sont prématurées. Une situation due à plusieurs raisons. Toute jeune mère de moins de 18 ans a un risque de faire un enfant prématuré. Toute mère, pendant la grossesse, qui fait des travaux pénibles, a un risque de faire un enfant prématuré. Toute maman qui a une infection pendant la grossesse a un risque de faire des enfants prématurés. Si elle a une taille très petite, inférieure à 1m45 ou 1m50, elle a un risque de faire un accouchement prématuré. Malgré ce nombre élevé de naissances prématurées en Guinée, l'Institut de santé et de nutrition pour les enfants, INC, reste le seul centre qui s'occupe de la prise en charge. Un centre confronté à un manque d'équipement et de matériel de travail. Sur 8 couveuses existantes, une seule est fonctionnelle. À cela s'ajoute le problème d'électricité. Parfois, il y a le carburant qui manque et on est obligé d'arrêter. Donc on est confronté à ces problèmes d'énergie et à ces problèmes d'extracteur d'oxygène. Et tous ces prémats qui doivent rester dans une couveuse, qui ont besoin d'oxygène, il nous faut un extracteur d'oxygène et la couveuse. Si on avait un minimum de 5 couveuses en bonne marche, ça pouvait vraiment nous améliorer la prise en charge. Face à cette situation, cette mère de famille exprime son inquiétude. J'ai accouché le dimanche à 2h du matin à l'Hérault, ça c'est à Dinguiraye. Ce que je peux dire à l'État, c'est de venir en aide. C'est le seul institut en Guinée ici. Même si tu as des milliards, quand tu fais des prématurés, c'est à Donka ici.
Si tu entends, il y a un État, il y a des enfants qui naissent, ils grandissent. Ils ne sont pas malades, mais si tous ceux qui vont venir vont partir, qui va former un État? Depuis sa création en 1986, l'INSEE n'a subi aucune rénovation. Sa capacité d'accueil se réduit d'année en année face à une population de plus en plus croissante. Le premier tour de la présidentielle au Mali aura lieu, vous le savez, ce dimanche. La distribution des cartes électorales a commencé dans le calme Tessanite, où le week-end a été agité dans cette région berceau de la rébellion Touareg. Le scrutin censé rétablir l'ordre constitutionnel porte les espoirs des jeunes, notamment suivis. À Faladier, une banlieue de Bamako, c'est l'heure du débat quotidien. Depuis quelques semaines, Djibril et ses amis ne parlent plus que d'une chose. Le prochain président, je vous jure, il va avoir très chaud. Tous ont entre 18 et 28 ans, tous sont diplômés, tous ou presque sont chômeurs. Autre point commun, ils n'ont plus aucune confiance dans la classe politique malienne. Il y a eu combien de présidents qui ont dit aux jeunes « je ferai des choses », ils n'ont rien fait. On a besoin des jeunes en réalité au pouvoir. On a besoin des jeunes, soit on a besoin d'un vieux qui peut tendre la perche à la jeunesse. La transition a été très mal faite. La transition n'a pas été faite. On a besoin d'un président qui peut faire la transition et donner le pouvoir à la jeunesse. Parce que la jeunesse a son mot à dire en réalité. Les jeunes, 80% des Maliens et surtout près de 53% des électeurs. Et chacun des 28 candidats l'a bien compris. C'est le cas de Moussa Mara, il a 38 ans, autoproclamé candidat de la jeunesse. Une chose est sûre, il ne fait pas partie des dinosaures qui ont jusque-là dirigé le pays. Nous comptons d'abord dire la vérité, dire que l'emploi, c'est d'abord la croissance économique qui crée des emplois, ce n'est pas l'État qui décrète des emplois. Ensuite, c'est l'éducation qu'il faut qu'on change pour que l'éducation soit basée sur les fondements du Mali, les forces du Mali, afin de donner de l'emploi aux jeunes diplômés. Notre système éducatif forme les jeunes diplômés dans un domaine où il n'y a pas d'emploi. Promettre le grand soir à la jeunesse. D'autres candidats en ont fait leur fond de campagne. Soumaïla Cissé, un des grands favoris du scrutin, est allé jusqu'à promettre 500 000 emplois pour les jeunes maliens. Autant dire qu'il sera attendu au tournant. Dans l'actualité sur le continent, une nouvelle flambée de violence en Égypte, au moins 10 morts en moins de 24 heures. Partisans et adversaires du président islamiste dessus, Mohamed Morsi, se sont de nouveau affrontés. Suivez. Traces de sang, voitures brûlées, les stigmates d'une Égypte divisée. Il y a quelques heures à peine, de nouveaux affrontements au Caire entre partisans et adversaires de Mohamed Morsi. Les violences se sont produites dans le quartier de Gizeh, près de l'université, l'un des bastions des pro-Morsi, président déchu, le 3 juillet dernier. Des morts encore et des bâtiments saccagés dans cet hôpital. Difficile pour l'heure de connaître précisément les circonstances de ce nouvel épisode. Ils venaient de toutes les directions, du pont, des mosquées, ils étaient tous armés. Les gens d'ici se cachaient dans leurs appartements. Ils ont semé le chaos, ce sont des terroristes. La veille, aux abords de la place Tahrir, même scénario, face à face entre pro et anti-Morsi, coups de bâton, jets de pierre, puis dispersion policière à coups de gaz lacrymogène. La police qui a procédé à plusieurs dizaines d'arrestations. Dans le camp des adversaires de l'ex-président, il se murmure évidemment que les forces de l'ordre sont de leur côté. Lundi soir, le président intérimaire a pris la parole, brève allocution où il appelle à la réconciliation nationale. Nous devons ouvrir une nouvelle page de notre histoire, un nouveau chapitre sans haine, sans ressentiment ou division. Et les partisans de Mohamed Morsi font de la résistance. Ils continuent de s'insurger contre le nouveau pouvoir et réclament le retour du président déchu et sa libération. Mohamed Morsi, arrêté avec plusieurs responsables politiques des frères musulmans, est détenu au secret depuis le 3 juillet dernier. Sa famille a annoncé hier qu'elle portait plainte pour enlèvement. Voilà comment se referme cette édition d'information. Merci de votre obligeante attention. Inch'Allah, je vous dis à demain. D'ici là, portez-vous bien. Retrouvez cette édition sur www.groupeevasionguinée.info. Bonsoir.